Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. C'est donc la première grève de fonctionnaires de l'ère Hollande à l'appel de 3 syndicats, en l'occurrence la CGT, FSU et Solidaires. Ces derniers parlent de coups de semonce et dénoncent les restrictions dans les ministères non prioritaires. Rappelons l'engagement de François Hollande visant à renforcer certaines missions, par exemple l'éducation, et donc à en restreindre d'autres. Nous avons intitulé cette émission ce soir « La France des fonctionnaires ». Voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct, comme chaque soir. Luc Berry est secrétaire général de l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. L'UNSA, pourtant fort représentée dans la fonction publique, n'appelait pas à la grève aujourd'hui. Agnès Verdier-Molinier est-elle directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Je rappelle votre livre, au titre polémique et publié chez Albin Michel, Les fonctionnaires contre l'État. Bernard Vivier est lui économiste et historien. Vous dirigez l'Institut supérieur du travail qui intervient dans le domaine de la recherche, de la formation et de l'expertise pour les relations du travail. Enfin, Yves Tréhard est directeur adjoint et éditorialiste à la rédaction du Figaro. Dans votre journal ce matin, 2 pages du fameux cahier saumon consacré à la grogne qui monte chez les fonctionnaires. Que dit-on aux fonctionnaires quand on n'a pas de marge, Bernard Vivier, puisque c'est finalement, en gros, le credo du gouvernement en ce moment? Quand on n'a pas de marge... Et qui défile pour être augmenté, entre autres. Quand on n'a pas de marge, c'est-à-dire quand on n'a pas de moyens de rémunération, de moyens d'embauche, il faut travailler sur la qualité. Et la grande préoccupation aujourd'hui du gouvernement, c'est bien évidemment de poursuivre l'effort du précédent gouvernement, ce que l'on dit est un peu iconoclaste ici, mais c'est surtout de considérer que les finalités de la fonction publique doivent être bien mises en face. Il faut avoir les yeux en face des trous. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est bien évidemment maîtriser la dépense, non seulement la dépense publique dans son ensemble, mais la dépense des fonctionnaires, et puis il faut retravailler les missions et les moyens mis en face. Et ça, c'est le travail de fond qui avait été entrepris sous Nicolas Sarkozy, qui va l'être d'une façon ou d'une autre, bon gré mal gré, par François Hollande, parce qu'il va falloir aller dans cette direction. Nous avons une fonction publique qui aujourd'hui fonctionne comme une sorte de masse que l'on ne bouge pas. Et le conservatisme, ce n'est pas la conservation. Il est important de conserver les avantages existants, mais il est aussi important de dynamiser 5 millions de fonctionnaires qui rendent des services et qu'il faut mettre en perspective. C'est-à-dire remettre en face des moyens les objectifs de 2013, pas ceux de la libération. Et ce que vous venez de me dire, les 5 millions de fonctionnaires, en dehors de leur titre et de leur fonction, ne sont pas 5 millions de personnes pareil et à traiter de la même façon. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'ai cru comprendre dans votre première intervention. Oui, tout d'abord, parce que quand on parle de la fonction publique, il faut bien considérer qu'il y a 3 blocs dans la fonction publique. La fonction publique de l'État, qui a vu ses effectifs un peu se réduire, la fonction publique hospitalière qui a vu ses effectifs un peu monter, et la fonction publique territoriale qui a vu ses effectifs considérablement monter. En 10 ans, la fonction publique de l'État a diminué d'à peu près 100 000 fonctionnaires, la fonction publique territoriale en 10 ans a augmenté de presque 500 000 fonctionnaires. Or, les missions qui ont été transférées de l'État vers les collectivités territoriales posent la question, moins 100 000, plus 500 000, avait-on besoin et a-t-on besoin aujourd'hui de plus 400 000 fonctionnaires pour remplir des missions qui ont été transférées? On voit bien que la décentralisation, les pouvoirs régionaux, le rapprochement entre la capacité d'embaucher des fonctionnaires et la puissance politique que l'on a quand on est président d'un conseil général, à la tête d'un département, d'une région, ben tout ça, il faut bien ajuster les moyens. Troisième et dernière question de ce début d'émission. Ils ont, on le sait, grâce aux études sociologiques qui sont faites, aux 2/3 en gros voté pour François Hollande. Pensez-vous qu'ils puissent être surpris par la politique menée par le gouvernement? Je vous parle des fonctionnaires. Les fonctionnaires ont voté au premier tour de l'élection présidentielle à 1/3 pour François Hollande. Au deuxième tour de l'élection présidentielle à 2/3 pour François Hollande. Donc il y a bien évidemment une sympathie pour l'actuel gouvernement et l'actuel président de la République. Mais les problèmes de fond ne sont pas liés à la couleur d'un gouvernement. Que ce soit de droite ou de gauche, les problèmes sont les mêmes. Du reste, le candidat Hollande a été très prudent concernant la réduction du nombre de fonctionnaires et le président de la République Hollande suit la ligne du candidat Hollande, c'est-à-dire prudence. Nous avons un monde des fonctionnaires qui appuie électoralement massivement le président de la République, mais qui, lorsque ce corps de fonctionnaires se retrouve sur des revendications catégorielles, professionnelles,
réagit comme toute catégorie face à son patron. Alors, on va bien entendu passer toute cette émission à décrire tout cela. Luc Berry, vous n'appeliez pas à cette journée de mobilisation. Pourquoi ? Je crois que ça fait partie du débat qu'il y a en France sur la nature des relations sociales. On peut peut-être, c'est notre position syndicale à l'UNSA, considérer que le summum de l'action syndicale, c'est de commencer par négocier, par discuter. L'action elle-même, sous forme d'appel à la grève, de manifestation, de rassemblement, fait partie des possibilités d'action. Mais pour nous, ça vient en second. Or, nous avions un agenda social qui avait été élaboré dans la fonction publique, qui a été élaboré au mois d'octobre, je le rappelle. Et dans cet agenda social, il y a un rendez-vous pour parler en particulier des questions salariales, qui est fixé au 7 février. Donc nous ne voyons pas pourquoi nous aurions, avant même de savoir quel était le contenu des discussions et comment est-ce qu'on allait réagir à nos revendications, on ne voyait pas l'intérêt d'appeler nos collègues à manifester tout de suite. En tout cas, on verra ensuite en fonction de ce qu'on pourra ou non obtenir. Donc votre première réaction, c'est de dire nous avons rendez-vous avec Madame Lebranchu le 7 février. Avant de descendre dans la rue, on discute avec elle et on voit où ça bloque et où ça peut avancer. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça, la conception de notre action syndicale dans la fonction publique comme dans le secteur privé. Est-il possible, quand on est dans une crise difficile, et je rappelle que le point d'indice, puisque c'est lui qui, au bout du compte, génère les salaires des fonctionnaires, est-il possible de demander des augmentations de salaire quand un pays et une Europe traversent une crise si difficile et qu'on a soi-même une sécurité de l'emploi qui est importante ? Moi, je crois que c'est tout à fait possible. La question de le demander, la question, c'est d'examiner les conditions dans lesquelles on peut regarder ça. Moi, je crois que quand on regarde la situation aujourd'hui, nous en sommes peut-être à 3 ans maintenant de blocage salarial au niveau de la fonction publique, en tout cas du point d'indice. C'est la première fois depuis 1940, si mes souvenirs sont bons, qu'on est dans une situation de ce type. Donc ça pèse indéniablement. Au niveau de l'UNSA, en tout cas, nous préférons regarder les choses telles quelles. Quand on regarde les choses telles quelles, cette situation très difficile au niveau salarial ne se vit évidemment pas de la même façon selon la catégorie de la fonction publique dans laquelle on se trouve. Tout le monde doit faire des efforts, bien évidemment. Et nous défendons l'idée qu'en tout cas, il y a une priorité. Ce sont les plus mal payés des agents de la fonction publique, ce qu'on appelle les fonctionnaires de catégorie C, qui sont très nombreux dans la fonction publique. 75% de la fonction publique territoriale, par exemple, sont des fonctionnaires de catégorie C. Et nous sommes, favorables au fait de pouvoir mettre l'ensemble des questions sur la table et de commencer par donner priorité à celles et ceux qui sont à peine au-dessus du SMIC, voire même de plus en plus en dessous, puisque vous savez que le SMIC, qui est le salaire minimum dans le secteur privé, au niveau de la fonction publique, il faut à chaque fois essayer de le rattraper et on a toujours du retard par rapport au niveau du SMIC. Soyons très clairs, ça veut dire que, entre autres choses, actuellement, vous ne demandez pas une augmentation générale du point d'indice pour l'ensemble des fonctionnaires français. Nous souhaitons, et nous le dirons à la ministre, une augmentation du point d'indice, c'est notre rôle syndical de le dire. Oui. Les agents publics, pas plus que des salariés de droit privé, n'ont défailli au regard de leur pouvoir d'achat. Il est normal qu'on pose la question du maintien de leur pouvoir d'achat, mais on va pouvoir en discuter avec la ministre et nous sommes prêts, nous, à discuter d'un ordre dans lequel on peut établir les choses. S'il faut établir des priorités, la priorité pour nous, c'est à celles et ceux qui sont les plus en difficulté. Donc c'est ce que nous disait Vivier il y a quelques instants, vous n'estimez pas que la fonction publique soit une masse globale où tout le monde a exactement le même rôle, la même fonction, les mêmes difficultés ou les mêmes responsabilités, je vous ai bien compris. Vous m'avez bien compris. Alors, sans un instant songer à vous culpabiliser, mais voilà, aujourd'hui, il y a encore 1713 emplois qui sautent chez Goodyear. Vous n'appeliez pas à la manifestation, et on ne peut pas dire que ça soit un franc succès si on évalue la mobilisation aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une indécence éventuelle à aller manifester quand dans le privé, on est aussi frappé par la crise et par les plans sociaux ? Écoutez, les fonctionnaires ne vivent pas hors du temps et de l'espace. Ils ont parfois eux-mêmes des conjoints qui travaillent dans le secteur privé, ils ont des enfants qui ont du mal à trouver du travail, ils ont dans leur famille, et parfois professionnellement d'ailleurs, beaucoup de fonctionnaires sont directement confrontés à la difficulté sociale. Donc ceux que je rencontre moi au niveau de l'UNSA et nous au niveau en tout cas de notre organisation syndicale, nous considérons qu'il faut poser effectivement ces questions-là. Nous sommes dans une phase de crise très importante. Ça ne veut pas dire pour autant que la question de la façon dont on travaille, la façon dont on est traité et rémunéré doivent être négligées. Donc il faut proportionner les choses, établir des hiérarchies, et puis quand même ne pas oublier un aspect, c'est que sur la question de l'emploi par exemple, l'emploi public
c'est près de 20% de l'emploi salarié en France. Et dans certaines régions, moi je me déplace beaucoup, je fais beaucoup de visites de terrain, c'est devenu maintenant la principale source d'emploi. J'étais la semaine dernière en Corrèze, où j'ai passé 3 jours de visite de terrain dans des entreprises, il y en a en Corrèze, mais qui sont des petites entreprises. Et à partir du moment où on est dans une situation extrêmement difficile sur l'emploi salarié privé, il faut qu'on réfléchisse aussi à la logique dans laquelle on est en train d'enfoncer la France. Donc c'est un débat global, la question de l'emploi. L'emploi public est un des volets de l'emploi public, est un des volets de la question générale de l'emploi. Il faut peser l'ensemble, et moi je me bats pour une appropriation globale de cette question, sans oublier quand même les services rendus par la fonction publique. La fonction publique, ça coûte, mais ça rapporte aussi. Alors, avant de donner la parole à nos autres invités, premier reportage dans cette émission. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une première, en tout cas depuis l'arrivée de François Hollande et Jean-Marc Ayrault à l'Élysée et à Matignon. Mouvement de grève des fonctionnaires dans toute la France, sans l'appel de l'UNSA et de Force ouvrière. Ils se disent déçus, d'autant plus que près des 2/3 d'entre eux ont voté pour le candidat socialiste. 3 motifs de mécontentement, si je résume la situation: l'emploi, les salaires gelés depuis 2010 et enfin la suppression du jour de carence mise en place sous Nicolas Sarkozy. Bref, les fonctionnaires se mobilisent contre ce qu'on pourrait appeler la rigueur de gauche. Margot Chouraki et Thomas Buyer. Un symbole, mais surtout un test pour le nouveau gouvernement socialiste. Pour la première fois depuis le début du quinquennat de François Hollande, la fonction publique est dans la rue. On n'en veut pas de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Et pourtant, 2/3 des salariés du public auraient voté pour le président. Et déjà, ils affichent leur déception. Rends-nous la monnaie. Ouais, c'est un peu ça, on n'est pas augmenté là depuis combien de temps là apparemment, ils sont en 2015. Jusqu'à la retraite. Pour toi, oui. Les salaires sont bloqués depuis 3 ans dans la fonction publique. Et donc, on perd en fait du pouvoir d'achat chaque année avec l'inflation. Ouais, parce que l'essence n'est pas bloquée, elle. L'essence augmente. Le gaz aussi. Il nous a fait croire monts et merveilles pendant sa campagne. Il nous a fait croire que les services publics seraient enfin reconnus. Alors pendant ce temps-là, oui, il donne des postes dans l'éducation, mais il en supprime dans les autres services publics. Alors que pour nous, à la FSU, on croit que les services publics, c'est une richesse et pas un coût. Si François Hollande a promis de créer 60 000 postes d'ici 5 ans dans l'éducation nationale, la justice et la police, d'autres verront leurs effectifs diminuer. Aucune embauche au ministère de l'Outre-mer et de l'Enseignement supérieur. Et dans tous les autres, ce sont près de 2 postes sur 3 qui ne seront pas remplacés en moyenne. La défense et l'économie seront les plus touchés. Au total, en 2013, il y aura plus de 2000 suppressions de postes parmi les 5 millions de fonctionnaires français. Je suis contrôleur des finances publiques. Par exemple, les politiques de suppression d'emplois dans mon administration, ça fait que les délais d'attente des réponses pour les contribuables s'allongent, que les queues devant les centres des finances publiques s'allongent. Le budget 2013 prévoit 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État. Dans ce contexte, il est peu probable que les revendications des fonctionnaires aboutissent, mais au moins, elles sont considérées par le gouvernement. Et ça, c'est un vrai changement pour les syndicats reçus ce matin par le directeur de cabinet de Marie-Lise Lebranchu. C'est quand même un peu inédit d'être reçu au ministère le jour d'une grève. C'est le retour normal du dialogue social. Vous vous sentez entendu ? Entendu, oui. Que ce soit un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, on a des revendications qui, depuis des années, sont les mêmes. Je pense qu'on a attendu un certain temps pour être dans la rue. Maintenant, il faut nous écouter ou nous entendre, mais il faut nous répondre. Ce qui n'était pas acceptable hier n'est pas acceptable aujourd'hui. Voilà. Les syndicats sont restés 1 heure au ministère. Hausse des salaires, suppression d'une journée de carence ou augmentation des effectifs. Aucun sujet n'est tabou. On s'est expliqué et on n'a pas de réponse concrète aujourd'hui à apporter, mais on espère et on pense qu'on en aura le 7. De la parole aux actes, réponse le 7 février prochain quand la ministre de la fonction publique recevra les syndicats. Mais Marie-Lise Lebranchu a déjà prévenu, il n'y aura pas de hausse générale de salaire cette année et pas de pause dans les suppressions de postes. Alors, première question de téléspectateurs, je vous la pose à vous Yves Tréhard. Ne faudra-t-il pas qu'un jour François Hollande touche aux privilèges de son électorat alors qu'il ponctionne toujours plus ailleurs? Et est-ce que vous pensez quand même que cette journée de grève est un rappel à l'ordre pour le président de la République?
Oui, c'est un rappel à l'ordre à plusieurs titres. Je vais commencer par la fin. D'abord parce que, en dépit de ce que vous avez dit, il n'avait pas le même discours que Nicolas Sarkozy pendant la campagne vis-à-vis des fonctionnaires. Nicolas Sarkozy était détesté par les fonctionnaires parce que, pour lui, les fonctionnaires, c'était une forme d'assistance, d'assistanat, et les fonctionnaires, eh bien, il avait pris des mesures justement pour réduire ce que d'autres de ses prédécesseurs, enfin pas de ses prédécesseurs, mais d'autres avaient appelé la mauvaise graisse. Vous vous souvenez, c'était Alain Juppé qui avait parlé de ça. La deuxième chose, c'est que les fonctionnaires, ils regardent ce qui se passe dans les pays étrangers. Et ils savent très bien que la France est une exception en Europe. C'est un des seuls pays où, soit on n'a pas coupé dans les effectifs de façon vraiment forte, soit on n'a pas baissé les salaires. Et ce sera l'objet de notre troisième reportage. Voilà. Donc, il y a une attente, si vous voulez, vis-à-vis de lui. Alors maintenant, qu'est-ce que peut faire François Hollande? François Hollande, il sait pertinemment, lui aussi, qu'il va être obligé de changer un petit peu la fonction publique. Parce que là où il a été assez malin dans sa campagne, c'est qu'il a dit, moi, j'ai des priorités. Les priorités, c'est l'enseignement, c'est la sécurité, la police, la justice, la gendarmerie, et là, je vais procéder à des embauches. Mais il a été très flou sur le reste. Très flou. Il sait très bien qu'il va être obligé de retirer et de supprimer des emplois de fonctionnaires dans d'autres administrations. Il s'est contenté pendant la campagne de répéter à l'envi qu'il allait supprimer la règle, qui était une règle maudite dans les 5 dernières années de Nicolas Sarkozy, qui consistait à dire non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Ça, il en fait l'économie, je dirais. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas obligé, et il va être obligé de réduire la fonction publique. Ça, c'est la première chose. Puisqu'on travaille à périmètre constant, et par ailleurs, on sait qu'il y a une augmentation, par exemple, de 60 000 postes pour l'éducation nationale. Il est évident qu'on va se retrouver dans certains ministères avec l'équivalent de ce qui se faisait sous Nicolas Sarkozy en non-remplacement, enfin de fait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que les fonctionnaires sont bougrement inquiets. Alors ça, ils sont inquiets sur ce secteur-là. Ils sont inquiets sur une autre chose, c'est l'augmentation des salaires. Parce que là où François Hollande n'a pas été clair pendant sa campagne électorale, c'est qu'il a dit « je vais augmenter le nombre de postes dans l'enseignement, dans certains secteurs, pas ailleurs ». Mais il n'a jamais parlé d'augmentation de salaire. Or, les fonctionnaires, ce qu'ils veulent, d'une certaine façon, c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de suppression d'emplois dans la fonction publique, première chose. Et deuxième chose, ils veulent des augmentations. Parce que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ça fait 3 ans que le point d'indice est gelé, et qu'ils veulent des augmentations. Ce qu'ils n'ont pas eu avec Sarkozy, ils entendent bien de l'avoir avec François Hollande. Et c'est là où il y a toute la limite, si vous voulez, du discours de François Hollande, parce que Madame Lebranchu, qui va ouvrir la négociation la semaine prochaine, eh bien, elle a aucun grain à moudre, comme disait André Bergeron dans le temps, le patron de Force ouvrière. Il n'y a pas de grain à moudre. Il n'y a rien. On n'a jamais autant cité André Bergeron depuis quelque temps dans cette émission. Quelle est la situation ce soir d'après vous? Même politiquement aussi. Impossible d'augmenter le point d'indice aujourd'hui. C'est clairement quelque chose qui n'arrivera pas cette année. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas parce qu'on gèle le point d'indice qu'on n'augmente pas les salaires dans la fonction publique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument rappeler autour de cette table. Et j'ai les chiffres là-dessus. Sur l'ensemble de la fonction publique d'État, depuis 2007, en euros constants, c'est plus 4%. Alors que le privé, dans son ensemble, a fait moins 1%. C'est-à-dire que là, on est en fait dans une situation... Vous annoncez un différentiel de 5 points, en quelque sorte? Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, les salaires du privé stagnent à fond. Je peux même vous donner les valeurs absolues. En 2006, on était à 1 938 € dans le privé et on arrive à 2042 en moyenne en 2009 et à 2082 en 2010. On était à 2180 en 2006. On est à 2459 dans le public en 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salaires du public augmentent plus vite en moyenne que les salaires du privé. Donc ça, c'est quelque chose d'important à dire. Et ensuite, on voit très bien que... Comment? J'allais dire comment ou pourquoi? Mais tout simplement parce que, notamment, et là j'ai pris les chiffres de la fonction publique d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? La révision générale des politiques publiques, le 1 sur 2, tout ça qu'on a évoqué déjà depuis... La fameuse RGPP initiée sous Nicolas Sarkozy. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des suppressions, certes, de postes, à peu près 150 000 postes sur la précédente législature, mais
En échange, on a rétrocédé des retours catégoriels, c'est-à-dire qu'on a donné des primes en échange à ceux qui restaient en poste. Et au lieu de redonner 50% en retour catégoriel, vous serez moins nombreux, on vous paye mieux. on vous donne, voilà, c'était exactement ça. C'était en gros ceux qui acceptent de réformer les administrations, qui acceptent de dire qu'effectivement on a trop de personnel et qui ensuite vont continuer à faire le travail au service du public, au service de la France, eh bien ils vont avoir un peu plus de primes et un peu plus de rémunération. C'était aussi le deal dans l'éducation nationale, avec les heures supplémentaires. Et d'ailleurs, les enseignants ont été ceux qui ont le plus utilisé les heures supplémentaires. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que finalement, malgré le 1 sur 2, on a quand même eu donc des augmentations importantes. On a eu aussi une masse salariale de l'État qu'on n'a pas réussi à contraindre, puisqu'elle a continué à augmenter. Et quand on voit les projets pluriannuels que présente l'État auprès de Bruxelles, on voit que malgré un point d'indice qui n'est pas revalorisé dans les faits, dans les chiffrages de Bercy, eh bien, on va augmenter peu ou prou de 1,5 milliard d'ici 2015 le coût de la masse salariale de l'État, rien que pour les fonctionnaires d'État. Et je ne parle pas des pensions qui vont déraper de 6 milliards d'euros entre maintenant et 2015 ou 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si on augmente le point d'indice, c'est explosif. Pourquoi? Parce que d'un côté, un point d'indice, c'est combien? C'est 1,8 milliard pour l'ensemble des 3 fonctions publiques de plus par an. Et en plus, c'est une revalorisation automatique des pensions. Et là aussi, c'est un surcoût supplémentaire. Donc le gouvernement ne peut absolument pas aujourd'hui revaloriser le point d'indice. Et même, il pourrait même se poser la question, et d'ailleurs ça a été évoqué dans certains rapports à Bercy, de geler totalement même l'évolution à l'ancienneté. Parce que c'est ça qu'on oublie de dire, c'est que c'est pas parce que le point d'indice est gelé que quand, dans votre évolution de carrière, vous êtes bloqué sur votre rémunération d'agent. Donc là, c'est aussi ce qui fait qu'on pourrait économiser entre 1 et 2,5 milliards rien qu'en gelant totalement les rémunérations du public. Enfin, c'est normal, si vous bénéficiez d'une promotion, d'être augmenté quand même. Mais aujourd'hui, on voit quoi dans les chiffres? Le gars qui était au guichet, qui devient chef du bureau, j'espère que... Dans le privé, en moyenne, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat dans le privé. Alors il y en a une dans le public. Que répondez-vous, Luc Berry? Et est-ce qu'il y a en partie des choses que vous avez envie de contester dans ces chiffres? Alors, en ce qui concerne le point et les 1,8 milliard, c'est une addition qui est assez facile à faire. Mais sur le fait qu'on continuait, le gel étant effectif, mais d'avoir quand même, dans certains cas, des progressions, ne serait-ce que par le biais des primes. Mais je crois qu'on est au cœur du débat quand même dans ces questions-là. Soit on a un regard distancié et asocial, parce que les statistiques sont très intéressantes. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Alors, j'étais très intéressé les deux sont nécessaires. Parce que vous disiez, madame, parce que quand on compare, par exemple, des salaires moyens, le propre d'une moyenne, c'est qu'en général, elle est arithmétiquement juste, mais socialement, il faut voir ce que ça cache. Vous comprenez? Si vous faites une moyenne entre quelqu'un qui gagne 500 000 euros d'un côté et l'autre qui gagne 20 000 euros de l'autre, vous aurez évidemment quelque chose de moyen qui, statistiquement, sera imparable, mais qui ne vous dira rien des réalités des conditions de vie et de travail. Ça existe encore, les trésoriers payeurs généraux? Bien sûr. Donc vous dites qu'il ne faut pas confondre les TPG avec Mais bien sûr. D'accord. Si on veut comparer, comparons. Et moi qui syndique des salariés du public comme du privé, je suis assez bien placé pour faire les comparaisons. Il faut comparer, par exemple, à niveau de qualification égal. Qu'est-ce qui fait qu'on a un haut niveau de salaire dans la fonction publique en moyenne? C'est parce qu'on a une plus grande proportion de personnel très qualifié, singulièrement d'ailleurs à cause de la fonction publique de l'État, et dans la fonction publique de l'État à cause des enseignants, qui sont des fonctionnaires de catégorie A. La différence, c'est le diplôme bien sûr. Et la qualification. Donc il faut prendre les choses de façon un peu plus précise, de même que quand même, je ne conteste pas le coût d'une augmentation du point d'indice. Enfin, un point d'indice quand même, pour que nos auditeurs se rendent compte, parce que quand on parle de milliards, ça fait beaucoup, et c'est bien ce que ça... C'est la réalité. Mais je ne la conteste pas. Enfin, on parle quand même ramener un fonctionnaire en net, c'est-à-dire ce que vous pouvez véritablement avoir au bas de votre feuille de salaire. Grosso modo, en net, c'est 4,40 € mensuels de plus. C'est de ça dont on parle. Bon. Donc, nous sommes pour ne pas nier des réalités. Pardonnez-moi, je m'arrête sur ce chiffre important. Vous nous dites, c'est quand on fait une augmentation du point d'indice d'un point et qu'on arrive à cette somme globale effective de 1,8 milliard en plus, vous dites, à l'arrivée, quand on fait la moyenne dans l'autre sens pour dire qu'est-ce que ça fait en moyenne, ça fait des différences de 4,40 €. Un point d'indice de plus, c'est 4,40 € net. Voilà. Donc voilà de quoi nous parlons. Alors, 4,40 € pour quelqu'un qui est un fonctionnaire de catégorie A, voire A+, les plus payés des fonctionnaires,
ça fait pas grand-chose. Mais pour quelqu'un de catégorie C, ça fait pas grand-chose non plus. Donc c'est bien pour ça qu'il faut qu'on regarde dans le détail quelles sont ces catégories qui sont les plus en difficulté et s'il faut prioriser, parce que les contraintes budgétaires, vous savez, les fonctionnaires sont aussi des contribuables. Ils paient aussi des impôts. Donc ils sont aussi pas mal placés pour se rendre compte de ce que ça veut dire sur le budget de l'État. Ils y contribuent. Donc voilà, nous sommes favorables au fait de regarder la globalité de ces chiffres, mais pas n'importe comment quand même, et d'essayer de regarder à l'intérieur ce que ça signifie sur le plan social pour les personnes qui ne vivent que de leur salaire et qui sont pour certains en grande difficulté. Donc regardons-y d'un peu plus près. Une question, je vais vous redonner la parole, bien entendu, Agnès Verdier-Molinier, mais peut-être en l'exprimant le plus simplement possible. Est-ce qu'un fonctionnaire peut se retrouver au chômage ? Alors, un fonctionnaire titulaire, en l'état actuel, ne peut pas se retrouver au chômage. Mais je vais inverser la question, parce qu'il faut aborder cette question-là. Je ne sais pas si vous avez des enfants scolarisés dans l'école publique, oui. Ou si vous avez des enfants qui travaillent dans une entreprise privée. Si vous avez des enfants qui travaillent dans une entreprise privée, surtout en ce moment, il peut arriver que l'entreprise mette la clé sous la porte. Et ça arrive trop souvent en ce moment. Trouveriez-vous normal, pour le pays, pour l'intérêt général du pays, qu'un jour on vous dise « Ah ben écoutez, monsieur Calvi, désolé, l'école publique de vos enfants ferme, elle met la clé sous la porte ». Il y a un certain nombre de missions dont on a considéré qu'elles relevaient de l'intérêt général et qu'il fallait qu'elles soient rendues en permanence. Imaginez, il y a les militaires qui interviennent au Mali en ce moment, tout d'un coup on va dire « Ah, ça s'arrête, on a mis la clé sous la porte, on a fait d'autres choix, etc. etc. » Donc il faut quand même regarder le fait que la garantie d'emploi correspond à une garantie d'exercice de la mission. Il y a des missions qu'on appelle les missions régaliennes, il y a des fonctions qui sont essentielles et qui aident d'ailleurs considérablement le secteur privé. Je peux juste essayer de vous répondre, même si ce n'est pas mon rôle, que, en quelque sorte, s'il faut aller 1 kilomètre plus loin pour aller à l'école où j'aurai des professeurs performants dans une école publique avec un peu plus de moyens, je pense que je peux faire le kilomètre en plus. Voilà. Alors quand ça devient un hôpital et qu'il est question de savoir dans quel délai on doit aller accoucher, je comprends très bien que les enjeux sont différents. Mais sur ce plan-là, il ne faut pas caricaturer. Il y a des fermetures éventuelles qui peuvent se justifier, des redistributions. Nous, au niveau de l'UNSA, vous savez, la question de la modernisation du service public et de son évolution, ça fait des années qu'on la réclame et qu'on essaie de la négocier. Donc, ce n'est pas du tout le même débat. Et les fonctionnaires ne sont pas fermés à des évolutions de leur métier, à condition qu'on leur permette et qu'on les accompagne. En vous écoutant, pardonnez-moi tous les deux, je me disais quand même que cette histoire de chiffres, elle est passionnante, parce que vous nous avez balancé l'un et l'autre des chiffres que je qualifierais d'imparables. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi dire quand on me dit vous vous rendez compte, si je fais la moyenne générale, ça fera 4,40 € d'augmentation en moyenne sur les fiches de paye, et quand on me dit ça fera 1,8 milliard sur le budget de l'État en ce moment, je me dis mais ça me paraît invraisemblable et ça n'est pas possible. Sans compter les pensions. Oui, mais voilà, alors qu'est-ce que vous me dites? Je crois qu'il ne faut jamais oublier, et vous l'avez très bien rappelé, le contexte général, c'est un déficit énorme pour nos dépenses publiques, c'est une difficulté à réformer effectivement nos services publics, à aussi questionner nos dépenses, parce que finalement derrière les hommes, il y a quoi aussi? Il y a aussi ces services publics qu'on n'évalue pas, qu'on doublonne, sur lesquels, entre l'État, les collectivités locales, on ne parle pas forcément d'éducation, mais parlons de la culture, parlons des dépenses de communication, parlons des subventions aux associations, parlons de tout ce dont finalement on ne parle pas tellement et sur lesquels on n'ouvre pas les données publiques. Nous, une partie de notre travail à la Fondation IFRAP, c'est d'aller regarder l'efficience, l'efficacité de ces dépenses et de poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin collectivement? Est-ce que justement ça ne grève pas l'emploi privé? Parce que finalement la dépense publique à un moment ou à un autre, ça passe par des impôts, et ces impôts, ils grèvent aussi la création de richesses, la création d'entreprises, la création d'emplois marchands. Donc, juste pour répondre très précisément à votre question, que ce soit sur les cadres, sur les professions intermédiaires et sur les employés ouvriers, partout, sur toutes les catégories, il y a eu plus d'augmentation ces 5 dernières années dans la fonction publique que dans l'emploi privé, sur les salaires. Donc c'est 12% de plus pour les cadres de la fonction publique d'État par rapport à moins 6% par exemple pour les cadres du privé. Donc vous ne pouvez pas dire que quand on regarde catégorie par catégorie, ça ne c'est pas vérifié. Pour les employés et les ouvriers, c'est plus 19% dans la fonction publique d'État et à peine plus 3% dans le privé. Donc là, on est au cœur du débat. Il y a une augmentation plus importante ces dernières années, avec la crise, des rémunérations dans le public. Juste une question avant de donner la parole à Bernard Vivier, mais finalement, est-ce que vous êtes en train de nous dire, puisque c'était quand même le titre de votre livre, que salariés du privé
et salariés du public, à un moment ou un autre, deviennent des ennemis de fait. Non, je ne dis pas ça. Voilà. Je ne dis pas ça parce que je pense que c'est pas dans l'intérêt général d'en faire des ennemis de fait. Je pense au contraire que les agents doivent se réveiller pour l'intérêt général et accepter de réfléchir, comme j'ai entendu que le fait l'UNSA, à quels seront nos services publics de demain, de quoi on a besoin, de combien d'agents, et aussi d'accepter, de reconnaître que dans le fonctionnement actuel, il y a des problèmes sur l'absentéisme, sur les agents qui ne sont pas en poste, qui ne sont pas devant les élèves, notamment sur les questions de l'éducation nationale, sur les doublons entre les différentes strates publiques, etc. Et d'accepter aussi de regarder hors de nos frontières ce qu'il se passe. Bernard Vivier et Yves Tréhard. Oui, si je peux me permettre, l'intervention d'Agnès Verdier et de Luc Berry sont exactement dans l'axe de ce qu'il nous faut bien avoir en tête. Les manifestations d'aujourd'hui, elles expriment effectivement, elles ont une dimension politique. N'oublions pas quand même que la FSU, deuxième organisation syndicale dans la fonction publique de l'État, ouvre son congrès le 11 février et que la CGT ouvre son congrès au mois de mars. Et que bien évidemment, dans une logique de juxtaposition de la démarche FSU... Vous n'aviez pas de congrès, Luc Berry ? Ah non, nous n'avons pas de congrès. Ah bon, très bien. Mais oui, mais dans une logique de juxtaposition de l'action syndicale FSU-CGT d'un côté et aussi Front de gauche, Parti communiste de l'autre, il y a un jeu politique, c'est clair. Et les fonctionnaires qui ont voté au deuxième tour, 2/3 François Hollande, sont là dans des logiques qui disent « Attention, nous vous avons élus, mais pas pour faire une politique social-démocrate ». Ça, c'est l'approche politique. Mais le fond de la question, c'est la question de l'État patron. L'État est-il un bon patron? Est-il à l'écoute du besoin, on dirait dans le privé, du besoin de la clientèle, du marché? Est-ce que nous avons besoin d'autant de fonctionnaires dans tous les ministères? C'est le travail qu'avait lancé Nicolas Sarkozy. Et c'est pourquoi je pense que François Hollande n'a pas d'autre solution que de poursuivre le travail. Il va falloir le faire. Et puis parce que dans le domaine des rémunérations, des effectifs, de la sécurité de l'emploi, l'État n'est pas toujours très net. Il y a quand même 1 million de précaires dans la fonction publique, des CDD, des CDI, des contractuels, des vacataires. Et tous les jours, on découvre que des personnes ont eu depuis 10 ans une succession de contrats à durée déterminée. Dans le privé, on aurait déjà condamné le patron pour avoir fait ça. Donc, il y a besoin dans la fonction publique de moderniser le fonctionnement et il y a surtout besoin d'adapter les missions. Yves Tréhard, rapidement, et on découvre le deuxième reportage. Oui, moi je voudrais faire 2 remarques. Il y a une offensive très lisible actuellement de la CGT, qui est une offensive tous azimuts. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez vu l'affaire avec la fermeture de Goodyear, l'occupation de l'usine d'Aulnay, dont on peut discuter quand même les modalités de cette occupation, qui sont pour le moins, qui relèvent presque de la justice, avec l'intimidation qui est opérée auprès des salariés qui ne veulent pas faire grève. Il y a une offensive de la CGT qui tombe à un moment très précis, à un moment où Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste haussent le ton, et ils l'ont haussé dès ce matin, au moment où M. Thierry Lepan va prendre la succession de M. Thibault, qui était considéré, lui, comme plutôt réformiste. On va voir ce que nous réserve M. Lepan, mais j'ai l'impression qu'il veut s'affirmer dans une opposition franche. Et à un moment où on voit que François Hollande, de toute manière, est affaibli. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut souligner, c'est que la fonction publique, il faut revoir complètement le périmètre de l'action publique dans ce pays, où on a trop longtemps associé établissements publics, droit public et services publics. Des services publics peuvent être assumés par des personnes privées, par des sociétés privées. Et pourquoi? Parce que on s'aperçoit que ce sont, je suis désolé de vous le dire, vous êtes en train de me dire que UPS peut me livrer mon courrier? Mais évidemment. Mais ça arrivera, parce que de toute manière, la concurrence européenne va nous y conduire. Ça va être très lent. Mais il va falloir quand même que... rendez-vous compte que quand vous entrez dans la fonction publique, vous êtes fonctionnaire, vous avez l'emploi à vie. Je suis désolé. L'année dernière, il y a 50 salariés de la fonction publique qui ont été licenciés. 50 seulement. C'est un emploi à vie.
avec la garantie, et Agnès l'a très bien dit, il faut arrêter de dire qu'ils ne sont pas augmentés, le salaire moyen dans la fonction publique est de 2 400 € quand il était de 2 000 € dans la fonction, dans le secteur privé. Alors justement, parce que le temps file très vite, nous allons poser cette question avec le prochain reportage, et cette question c'est quels sont réellement, ou non d'ailleurs, les avantages si souvent mis en avant concernant nos fonctionnaires français. La première est évidemment, vous venez de le rappeler, la sécurité de l'emploi. 80% d'entre eux ont au bout du compte ce que l'on pourrait appeler un boulot à vie, toute fonction publique confondue. Parfois, et contre certaines idées reçues, des salaires plus importants, vous venez de le rappeler, dans le public que dans le privé. C'est le cas notamment pour une partie des infirmières. Et enfin, bien entendu, les retraites, puisque l'on cotise moins longtemps pour gagner plus, hors régimes spéciaux, aide familiale ou encore aide au logement. Clémence Delabaume et Grégory Routier. Il ne court pas après une médaille, mais après le concours du CAPEPS. Objectif pour ces jeunes de 20 ans, devenir professeur d'éducation physique. Vous m'en faites 20. Ça se mérite d'être prof de sport? Ah oui, carrément. Beaucoup de travail physique et beaucoup de travail théorique. Et ça vaut la peine car à la clé, un statut en or, celui de fonctionnaire de l'État. C'est vrai que les vacances scolaires, si plus tard on veut avoir des enfants par exemple, c'est très utile. Ça permet de partir avec eux et tout. Alors moi, c'est la sécurité de l'emploi. Et aussi le fait qu'on travaille pas beaucoup, parce qu'en fait, j'adore le travail en association. Et donc, c'était me garder du temps pour m'investir dans un club, être bénévole dans un club, ce que je suis déjà. Et donc, c'est pour le faire encore plus, éventuellement, je sais pas, être membre d'un bureau dans un club. C'était avoir du temps pour m'investir aussi à côté. Donc, c'était surtout ça, moi, et la sécurité de l'emploi, évidemment. S'assurer une place au chaud pour la vie, mais aussi un salaire qui augmente en moyenne plus vite que dans les entreprises. Selon les chiffres de Bercy, plus 3,7% par an entre 1995 et 2008, contre 2% pour le privé. Le public n'est pas avare de primes et d'indemnités, quel que soit le niveau de compétence du fonctionnaire. Votre promotion, votre rémunération, votre affectation ne va pas dépendre du fait que votre chef juge que vous êtes bon, que vous n'êtes pas bon, que vous êtes moins bon. Ça va dépendre, par exemple, de votre vieillissement. Vous avez des systèmes administratifs dans lesquels vous avez une promotion tous les 2 ans, tous les 2 ans et demi. Moi-même, j'ai été fonctionnaire un certain temps au CNRS. J'étais promu, non pas parce que je faisais de la bonne recherche, mais parce que je vieillissais de 2 ans et demi. Donc, dans l'administration publique, tout est régi par des règles générales. Et donc, comme votre avenir ou votre destin ne dépend que de ces règles générales, vous n'êtes pas soumis à l'arbitraire du chef. Anne-Marie, attends. À la retraite, nouvel avantage pour le fonctionnaire. Est-ce qu'on peut tout tolérer? Sa pension mensuelle est calculée sur la base de son salaire moyen des 6 derniers mois, contre les 25 meilleures années pour le salarié du privé. Résultat, elle atteint en moyenne près de 600 € de plus. De manière générale, le statut de la fonction publique est particulièrement protecteur. Ce sociologue parle d'organisation endogène, c'est-à-dire au service du fonctionnaire plus que du citoyen. Prenons-en un exemple. Les professeurs passent des examens qui sont des examens de qualification, le CAPES, l'agrégation, etc., la thèse d'État, et plus ils ont un niveau de qualification élevé, et moins ils enseignent, et plus ils enseignent à des populations qui sont moins difficiles. Dans une organisation dans laquelle l'attente des gens, c'est qu'on leur enseigne. Par exemple, envoyer des jeunes profs dans des endroits qui sont des endroits difficiles d'un point de vue éducatif, plutôt que d'y envoyer des professeurs chevronnés qui ont de l'expérience, par définition ne correspond sans doute pas à ce que le citoyen pourrait attendre. Et ça, c'est sans compter les aides familiales ou encore les aides au logement. Des avantages d'autant plus précieux en période de crise. On a cette question qui est une affirmation d'ailleurs. Ils perdent du pouvoir d'achat, mais pas leur travail. Alors voilà, est-ce qu'il n'y a pas un plateau de la balance qui à un moment doit être rééquilibré? Et qu'est-ce que vous en pensez, Luc Berry? Écoutez, je réagis un peu au reportage qu'on vient de voir, qui est quand même un reportage à charge. Moi, je ne suis pas pour noircir les tableaux, je ne suis pas non plus pour les peindre en rose nécessairement. Je crois plus intéressant de regarder les choses de près. Ce qui est dit, par exemple, sur ce comparatif est inepte. Je ne sais pas qui a fait ce travail, mais par exemple, prenons la question des retraites. Les retraites ne sont pas calculées de la même façon
pour les fonctionnaires d'État, je précise, et pour les salariés de droit privé. Bon, le système est totalement différent. Au demeurant, le comité d'orientation des retraites, le corps, a établi la façon d'un certain nombre de calculs dans le secteur privé, renforce encore les difficultés, singulièrement des femmes d'ailleurs, de toutes celles et tous ceux qui ont eu des carrières incomplètes. Ce qu'on oublie de dire, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, dans le secteur privé, vous avez 2 niveaux de retraite obligatoires, c'est de ça dont je parle. Un niveau qui est garanti par le régime général, l'assurance vieillesse, de sécurité sociale, et un niveau qui est garanti par un système de retraite complémentaire, obligatoire. Et dans certaines entreprises, il peut y avoir d'ailleurs un autre niveau supplémentaire d'une seconde caisse de retraite complémentaire. Bon. Alors, il n'y a pas ça dans le secteur public. Il n'y a qu'une seule retraite calculée en fonction, effectivement, du revenu, point. Donc, si on veut comparer, il faut comparer l'ensemble et avoir un système de comparaison qui, à ce moment-là, ait une certaine validité. Mais monsieur, vous ne savez peut-être pas que l'après-fonds, d'abord, n'est pas obligatoire. Ensuite, que lorsque, peut-être que ça vous arrive, vous cotisez, vous êtes salarié, je pense, vous cotisez par votre employeur, aux retraites complémentaires. Vous ne savez peut-être pas que dans la fonction publique, les fonctionnaires, lorsqu'ils cotisent à une retraite complémentaire, ils en ont la possibilité, soit mutualiste, soit assurantielle, c'est intégralement eux qui payent. Ce n'est pas 50% ou plus de la part de l'employeur, comme je vous le souhaite, et je présume que ça doit se passer comme ça au Figaro, qui est sans doute social avec ses salariés. Mais c'est la vérité de l'ensemble du secteur privé. Donc, je ne dis pas ça pour dire que les uns sont mieux traités que les autres. Je dis que si on veut faire des comparaisons, il faut les faire jusqu'au bout, et éviter surtout, parce que quel est le but finalement de ce genre d'affirmation? C'est d'opposer les uns aux autres. À quoi est-ce qu'on arrive avec une situation de ce type? On a besoin d'un pays qui développe de l'emploi, qui rentre dans la croissance. On a besoin de tout ça. Et pour ça, on a besoin de services publics qui assurent de la cohésion sociale, qui aident les entreprises, qui aident les salariés, qui aident l'ensemble des citoyens. Ça me paraît un débat beaucoup plus intéressant de le ramener sur les missions de services publics, effectivement. Mais l'idée qu'on passe son temps à être privilégié... Enfin, posez-vous la question. J'ai entendu que c'était un statut en or en parlant des professeurs d'éducation physique et sportive. Posez-vous la question, mais est-ce que nos auditeurs le savent ? Comment se fait-il que les concours d'enseignants soient déficitaires, y compris cette année où il y a un grand nombre de places qui sont offertes alors que le chômage ne cesse d'augmenter? Quelle est votre réponse? Mais regardez quel est le métier aujourd'hui d'enseignant. Qui est candidat au nom de ce statut pour aller enseigner dans un certain nombre de zones extrêmement difficiles, où l'école est souvent le seul service public qui assume? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut poser. Moi, je n'ai pas une vision absolue des choses. Je pense qu'il faut être beaucoup plus équilibré. Et ne pas oublier, je me permets de le redire, qu'à la garantie d'emploi qui est réelle, correspond aussi une garantie de mission rendue aux citoyens. Et ça, c'est un aspect quand même sur lequel on aurait tort de passer. Agnès Verdier-Molinier. Sur la question des retraites qui a été présentée là, dans le reportage, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on a un système des retraites publiques, de la fonction publique d'État, qui est totalement à part. Et là, il y a une question à se poser. Est-ce qu'il est logique d'avoir un système totalement à part, qui fait même que, quand on fait les calculs entre le coût de l'enseignement d'un élève dans le premier ou dans le second degré, entre le public et le privé, la retraite publique, la fonction publique d'État renchérit le coût d'une année d'un élève autour de 700 € par an. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est un coût supplémentaire qui est très important. Là, je compare 2 retraites différentes, entre un enseignant du privé sous contrat et un enseignant du public d'État. Ça veut dire que c'est le même travail. Normalement, c'est le même salaire et normalement, on considère qu'ils ont les mêmes avantages. Bon, vous ne pouvez pas me dire le contraire, ce sont des chiffres totalement issus du ministère, etc. Un salarié qui est un enseignant du secteur privé, fût-il sous contrat, n'a pas le même système de retraite. Alors, oui, il a des retraites complémentaires, etc. Et pourquoi Alors, les chiffrages qui ont été faits sur cette question évaluent que sur la durée de la retraite, c'est à peu près 100 000 € d'écart qui sera en moins pour l'enseignant du privé, qui fait le même travail, qui rend la même mission de service public. Alors là, je demande quelle est l'équité dans cette affaire. Pourquoi ne pas avoir le même système
Pourquoi ne pas avoir le même système de retraite pour tous? Pourquoi vous, les syndicats, ne demandez-vous pas le même système, un système de retraite universelle sur lesquels on arrêtera de se comparer toujours entre les 6 derniers mois, les 25 meilleures années, les primes, pas les primes, les 20% de primes qui sont prises à l'intérieur, et puis ceux qui ont 50% de primes, comment ils font? Ils cotisent pas dessus, c'est affreux. Et donc, résultat, on n'arrive pas à réformer notre système de retraite. Et le vrai problème de la France, le problème que petit à petit, la part des retraites, la part de dépendance au milieu de nos dépenses publiques va être de plus en plus importante, eh bien ça, on ne la traite pas à cause de ces problèmes-là, de divergence entre les systèmes. Yves Tréhard, et j'ai entendu que vous le disiez, Luc Berry, j'ai une réponse. Hein, donc, oui, non, moi je voudrais appuyer un petit peu sur ce que vient de dire Agnès. On a quand même dans ce pays, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, monsieur, et d'ailleurs, j'observe que de plus en plus, les régimes se rejoignent. Les retraites, il y a eu des progrès de fait. Souvenons-nous qu'il y a encore 10 ans, quand les fonctionnaires faisaient grève, on ne leur retenait pas le salaire de la journée arrêtée. Si, c'est M. Raffarin qui a mis bon ordre à cela, ce qui était tout à fait anormal. Et moi, ce que j'observe simplement, c'est que on est quand même dans un pays, on est un peu une singularité au monde, où c'est pas que les retraites, c'est dans tous les domaines, la fonction publique n'est pas dans un régime de droit commun. C'est-à-dire qu'on a un droit qui s'applique du travail qui est très particulier pour les fonctionnaires. Vous avez un mode de rémunération qui est très particulier pour les fonctionnaires. Et d'ailleurs, au passage, M. Hollande a bien insisté pour dire qu'il arrêtait les rémunérations au mérite, puisque ça fait hurler les fonctionnaires. Il supprime pas les primes. Oui, mais les primes, comme chacun sait, c'est pas parce qu'on travaille mieux, c'est parce qu'on est déplacé, parce qu'on a des primes d'avancement dans la carrière. Donc, moi, je veux bien, mais vous ne pouvez pas découvrir que la fonction publique est la fonction publique. Non, parce que vous êtes en train de nous dire, regardez, ils ont un statut particulier. Oui, ils sont fonctionnaires. Oui, mais vous allez dans d'autres pays, ils ont un statut qui relève du droit commun. Dans la plupart des pays étrangers, ils relèvent d'un statut de droit commun. Et en France, il y a un statut qui est un statut exorbitant. Sauf pour les missions régaliennes. Parce que la vraie question, c'est effectivement police, justice, défense, une partie du budgétaire et une partie de la diplomatie, où là, on peut imaginer de garder un statut. Pour le reste, pour les collectivités locales, pour les hôpitaux, qui, à la fois, c'est le même travail entre une infirmière d'une clinique ou d'un hôpital, pour l'enseignement, il n'y a pas de raison de conserver un statut aussi protecteur. Je diffuse mon reportage et je vous redonne la parole, sinon nous ne pourrons pas le passer. Dans toute l'Europe, en tout cas en ce moment, on est en train de tailler assez largement dans les effectifs de la fonction publique. Italie, Portugal ou Espagne, vous le savez, sans oublier la Grèce qui va encore supprimer 150 000 postes d'ici 2015 avec des salaires réduits parfois de 40%. C'est le cas notamment dans les transports publics. Ce n'est pas un exemple, mais il faut le savoir. Les pays du Nord ne sont pas épargnés. Je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, ce sont moins 700 000 postes sur 6 ans. Reste l'Allemagne, où là, en revanche, dès 2006, Angela Merkel supprimait 1 million de postes en instaurant la rémunération au mérite et l'allongement du temps de travail. François-Xavier Rigaud nous explique tout ça. « 26 janvier dernier, des dizaines de milliers d'enseignants manifestent dans les rues de Lisbonne. Motif de la contestation, la recommandation du Fonds monétaire international de licencier 20% des fonctionnaires afin de surmonter la crise économique au Portugal. Si cette recommandation est suivie, ce sera la fin de l'école publique. De l'école publique pour tous, de l'école gratuite. Une vague d'austérité qui touche tous les fonctionnaires de tous les pays d'Europe. En Italie, le président du Conseil, Mario Monti, a réduit les effectifs des fonctionnaires de 10% en moins de 2 ans. Plus aucune embauche et les salaires gelés pendant 3 ans. Nos salaires n'ont pas augmenté depuis 2005, donc on a perdu du pouvoir d'achat. Et en même temps, tout a augmenté. Les pâtes, le pain, l'essence, l'électricité, le gaz, tout. En Espagne, les manifestations de fonctionnaires se multiplient depuis le début de la crise. En 2010, leurs salaires ont diminué de 5%. Et cette année, c'est la prime de Noël qui disparaît, l'équivalent d'une baisse de 7% des salaires. On tape toujours sur les mêmes, sur les fonctionnaires. Nous sommes la cible numéro 1 de tous les gouvernements.
de celui qui est actuellement au pouvoir, mais aussi des précédents. En Grèce, d'ici 2015, 150 000 postes de fonctionnaires seront encore supprimés. Depuis le début de la crise grecque, en plus des nombreuses réductions d'effectifs, les salaires de la fonction publique ont subi des baisses drastiques. Moins 40% pour les salariés des transports publics. Nous sommes ici en tant que membres de la communauté académique pour protester contre les coupes prévues et déjà opérées de nos salaires. Notre rémunération a déjà diminué de 15%. Et elle va encore baisser de 15%. Le nord de l'Europe n'est pas épargné. Au Royaume-Uni, le Premier ministre David Cameron a récemment annoncé la suppression de 700 000 postes de la fonction publique en 6 ans, ainsi qu'un plafonnement des augmentations. Là-bas aussi, les fonctionnaires descendent dans la rue. Seul pays épargné, l'Allemagne. Et pour cause, en 2006, avant la crise, une grande réforme de la fonction publique est engagée par Angela Merkel. Plus d'1 million d'emplois publics supprimés, allongement du temps de travail et mise en place d'un système de rémunération au mérite qui peut représenter jusqu'à 7% du salaire. Le gouvernement bavarois veut augmenter notre temps de travail pour éviter d'avoir à créer 20 000 emplois supplémentaires. Eh bien, ce n'est pas comme cela que le gouvernement fera baisser le chômage, bien au contraire. Pourtant, 6 ans plus tard, le taux de chômage en Allemagne est l'un des plus bas d'Europe. Depuis cette réforme, les fonctionnaires allemands ne représentent que 12% de la population active, contre plus de 20% en France. Alors on a cette question de téléspectateur qui est pourquoi y a-t-il tant de fonctionnaires en France? Une question assez simple et on peut peut-être essayer d'y répondre. Bernard Vivier. Tout simplement parce qu'en France, par rapport à d'autres pays européens, nous avons la culture du statut. Dans le secteur privé, nous soulignons l'importance du contrat à durée indéterminée, qui donne des garanties dans la durée. Et c'est important. Et nous voyons aujourd'hui dans le secteur privé la montée en puissance des contrats à durée déterminée, de l'intérim, et donc une fragilité du monde du travail dans le secteur privé. Mais la référence, c'est le CDI. Or, dans l'avenir, le contrat de travail à durée indéterminée ne sera plus la norme comme il l'a été dans les années passées. Et dans la fonction publique, depuis la Libération, nous avons considéré qu'il fallait doter le pays du maximum de personnes disposant d'un statut. Ça, c'était à la Libération. Ça correspondait à des besoins de l'époque, où l'État avait besoin de redynamiser le pays, où l'État était pilote de la réindustrialisation, où l'État, par-delà les fonctions régaliennes, avait besoin de construire le pays. Nous sommes en 2013. Les autres pays européens ont reformaté le nombre de fonctionnaires en fonction des besoins. Et tout autour de la table, depuis tout à l'heure, nous en parlons. L'importance de bien recadrer les missions de l'État. Donc l'État, il souffre de 2 maux. C'est un mauvais patron et deuxièmement, il n'est pas à l'écoute des besoins du pays. Et ça vient d'être dit, nous le savons, nous avons 88 emplois publics en France pour 1000 habitants. En Allemagne, il y en a 55 pour 1000 habitants. Et on ne peut pas dire que l'Allemagne est bien équipée en hôpitaux, en écoles, en police. Donc aujourd'hui, l'État et le gouvernement se trouvent dans une situation de restriction budgétaire. Alors, fait souffrir les fonctions publiques d'ailleurs qui sont les plus discrètes, la défense. On dit c'est la grande muette, la défense. Elle souffre énormément. Si on arrive à être présent au Mali, c'est parce que nous avons des militaires extraordinairement actifs. Mais il faut dire que les moyens financiers, humains, budgétaires du ministère de la Défense ont été taillés. Et donc, nous sommes aujourd'hui en devoir, et c'est un vrai devoir, pour la puissance publique de se redéfinir son périmètre. Le gouvernement a lancé les 9 et 10 juillet dernier une grande conférence sociale pour aider les entreprises à se reformater, à être dynamiques, compétitives. Le mot compétitivité, c'est un mot du président de la République. Eh bien, il est important que l'État se l'applique aujourd'hui à lui-même et qu'il y ait une conférence sociale sur ce sujet-là. Et là, on verra bien qu'il ne s'agit pas d'opposer public et privé. Les deux ont leur utilité. Et surtout de ne pas opposer les travailleurs du public et les travailleurs du privé, nous en convenons ensemble. Oui. Il y a en plus une singularité qu'il faut apporter, qui est une singularité tout à fait française, c'est l'éducation nationale française.
Vous n'avez nulle part ailleurs un service d'éducation nationale qui fonctionne comme en France. En France, c'est grosso modo, si on compte le personnel non enseignant, 1 200 000 personnes qui travaillent pour et dans l'éducation nationale, et avec un service de l'État là qui est de plus en plus important. Avec la multiplication des filières, la multiplication des options, qui fait grossir, qui ne fait pas, en tous les cas, maigrir le fameux mammouth que décrivait Claude Allègre. Ce service public de l'État, de l'enseignement, pardon, c'est aujourd'hui la première entreprise au monde. La première entreprise au monde. Avant, il était de bon ton. Moi, je me souviens quand j'étais enfant et que j'avais mes cours d'histoire, on comparait à l'Armée Rouge et à General Motors. General Motors, il n'y a plus que 50 000 salariés, et l'Armée Rouge, elle est partie un petit peu à volo. Donc, l'éducation, si on prend la fonction publique d'État, c'est 2 300 000 personnes, alors, je crois. Eh bien, vous avez la moitié, quasiment, qui est utilisée dans le service de l'éducation nationale. Agnès Verdier-Molinier. Pour compléter un peu ce qu'a dit Yves, la question c'est surtout aussi de le gérer au niveau central. C'est-à-dire que ce que ne veulent absolument pas les agents aujourd'hui, ce serait qu'on imagine que la gestion de l'école se fasse au niveau local totalement. Et aujourd'hui, on est arrivé à une situation un peu ubuesque, c'est-à-dire que les communes vont s'occuper des écoles du primaire et alors elles vont financer la réfection des locaux, etc. Mais elles ne vont pas payer les professeurs. Et c'est la même chose pour les départements qui s'occupent des collèges, etc. Région, voilà. lycée. Région, lycée. Et donc, il y a plusieurs financeurs. Et ça casse encore plus la lisibilité du système et l'évaluation du système. Quand on veut avoir un budget d'un lycée ou d'un collège en France, il n'y a pas de budget consolidé, ça n'existe pas. Et on n'a pas les rémunérations des personnels. On ne connaît pas, justement, en plus, ça fausse en plus la comparabilité. C'est-à-dire que quand on dit, est-ce qu'on dépense autant, par exemple, dans une zone défavorisée ou dans un centre-ville plus favorisé? Eh bien, c'est quasiment impossible de faire ces comparaisons aujourd'hui avec les chiffres que nous avons. Donc, la question, c'est peut-être de décentraliser justement la gestion de l'école. Et ça cassera beaucoup aussi de la difficulté à discuter sur cette question du service public. Parce que gérer au niveau local, c'est aussi connaître les professeurs qui sont payés par les établissements. On aura moins de professeurs qui ne seront pas devant les élèves. On aura moins d'absentéisme. Donc toutes ces questions-là, c'est peut-être aussi la troisième vague de décentralisation que prépare le gouvernement, c'est décentraliser l'école. J'ai plein de questions SMS, on va y aller. Pourquoi la recherche de la sécurité de l'emploi serait-elle honteuse, nous demande un téléspectateur. C'est une bonne question. C'est absolument pas honteux. D'ailleurs, un des derniers sondages qui a été fait auprès des jeunes pour savoir ce qu'ils voulaient faire plus tard, je crois qu'on arrivait à 75% de réponses de jeunes qui voulaient devenir fonctionnaires, justement par la sécurité de l'emploi. C'était vrai il y a 4 ou 5 ans, je ne sais pas si ça l'est encore, mais enfin, majoritairement, en tout cas, s'ils avaient à choisir... Il y a une majorité. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, si du reste, dans le secteur privé, le cœur de ce qui a fait la négociation aujourd'hui sur ce qu'on appelle la sécurisation de l'emploi, c'est-à-dire donner de la souplesse, de la capacité d'adaptation aux entreprises, et en contrepartie, donner de la sécurité à la personne au travail plus qu'à l'emploi. Et on le voit, la question de la conservation des avantages acquis, de la situation, de la capacité de rebond, c'est important. On voit bien tout le travail qu'il y a à faire dans la fonction publique. Question de choix de société, nous dit un téléspectateur. Le service public doit-il être rentable? Comment répondez-vous à cette question, Luc Berry? Je crois que on est face à des logiques qui sont des logiques différentes. Si vous travaillez, je ne sais pas, chez Coca-Cola par exemple, ce qui est tout à fait respectable, vous avez effectivement des objectifs qui sont des objectifs de rentabilité, de chiffre d'affaires, de bénéfices à réaliser. Votre objectif est fixé par ça. Si vous travaillez dans le secteur public, vous n'allez pas comptabiliser les choses de la même façon. Donc on n'est pas dans des choses qui s'opposent, on est dans des logiques qui sont effectivement différentes. Dans le secteur public, par exemple, vous preniez le cas de l'école, dont je cite au passage le fait que l'image que vous en donnez n'est pas la réalité. Ça fait quand même quelques années maintenant, plus de 15 ans maintenant, 15 ans, que, notamment avec la LOLF, mais ça a précédé, la gestion de l'école est déconcentrée. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail qui est un peu technique. Mais pas les salaires, pas les traitements des professeurs. Vous en conviendrez. Ça fait longtemps que ce sont les recteurs qui gèrent l'attribution des postes. Et il n'y a pas en ligne, par exemple, de budget consolidé des lycées et des collèges, comme je l'ai dit, puisque ce n'est pas possible à trouver. Les chefs d'établissement, on va dire, ne sont pas des chefs d'entreprise. Voilà. Mais la LOLF a bien... un premier niveau de décongestion a déjà eu lieu, honnêtement. Non, donc effectivement, la question de rentabilité ne se pose pas dans les mêmes termes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas se poser la question des coûts.
Les coûts, c'est l'argent public des citoyens. Une bonne utilisation des fonds publics se pose. Et nous, on est tout à fait favorables. Quand je dis qu'on est tout à fait favorable, on l'a même déjà proposé de regarder dans les missions quelles sont celles qui sont utiles, quelles sont celles qui ne le sont plus, quelles sont celles qui ont évolué qu'il faut reconnaître. On sait mal le faire d'ailleurs en France aussi. Enfin, voilà, il y a toute une série de sujets. La fonction publique, pour qu'elle soit efficace au service des citoyens, il faut qu'elle évolue, parce que la société évolue et parce que les besoins des citoyens évoluent aussi. Je fais tourner mes questions. Mais vous gardez la parole. Le secteur public, celui qui a fait son élection, demande-t-il à Hollande d'honorer ses dettes de campagne ? Écoutez, moi je vous le dis plus simplement, diriez-vous, nous savons que le secteur public a largement contribué à la victoire du président Hollande, et vous pouvez dire, il serait normal que nous attendions de lui un certain nombre de choses. Voilà. Écoutez, moi je ne suis pas politologue, je suis syndicaliste et je suis C'est Mélenchon qui dit nous sommes des ayants droit. Oui, mais enfin, moi je suis responsable d'un syndicat qui n'a pas donné de consigne de vote d'ailleurs pour les élections, ni pour l'un ni pour l'autre. Ce que j'observe par contre, parce que dans la campagne électorale nous nous sommes adressés aux principaux candidats démocratiques, ce que j'observe c'est que nous avons obtenu des réponses différentes et en l'occurrence concernant François Hollande sur un certain nombre de sujets, on ne peut pas dire qu'en matière de promesses, il en est fait quand même énormément, notamment en matière budgétaire. Yves Tréhard le soulignait tout à l'heure. Fort habilement, il a expliqué quels seraient les secteurs prioritaires. Il n'a pas dit au détriment de quels autres secteurs ça se ferait. Et aujourd'hui, effectivement, c'est cette question-là qu'il faut affronter. Donc, qu'un certain nombre de fonctionnaires, comme d'autres citoyens, considèrent qu'ils attendaient une autre politique, c'est possible. Moi, je ne suis pas un politologue. Je pense plus intéressant sur une démarche syndicale de confronter ce que fait ce gouvernement, comme nous le faisions avec le précédent d'ailleurs, avec ce qui nous semble positif pour le service public, pour les citoyens, et puis pour celles et ceux qui vivent de leur salaire et qui travaillent dans ces secteurs. Ce gouvernement aura-t-il enfin le courage de redéfinir le rôle de l'État, donc le nombre de fonctionnaires? Qu'en pensez-vous, Bernard Vivier? C'est la question. C'est la question appartient au gouvernement, elle est adressée au gouvernement, mais nous sommes aujourd'hui à un moment où il faut le faire. Et d'ailleurs, on le voit, les organisations syndicales, pour une grande partie d'entre elles, sont ouvertes à ce type de débat. Alors, ce ne sont pas celles qui manifestaient aujourd'hui, qui représentent une part importante du monde de la 40% de la fonction publique. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la FSU, la CGT et Sud. Mais dans l'ensemble du monde du travail, ces organisations ne font pas 40%, dans l'ensemble du monde du travail. Et de toute façon, ce qui est important, c'est de mettre autour de la table des organisations syndicales, des ministres, une conférence pour discuter précisément de cela. Moi, je me souviens, il y a une bonne vingtaine d'années, avoir été en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il y a un organisme qui ressemble un peu à la Cour des comptes, qui vérifie si l'argent public est bien géré. Mais il y a eu mieux que cela. Il y a une mission investie pour savoir si chaque administration répondait aujourd'hui à ce qui avait été à la naissance, à sa création. Est-ce que les missions sont toujours utiles? L'absence de réponse, c'est « Eh bien, écoutez, on va vous supprimer ». Donc, il y avait intérêt à argumenter. Eh bien, nous voyons aujourd'hui que des services publics, des morceaux entiers de la fonction publique sont les résultats de l'habitude, de l'histoire, d'une espèce d'usure du temps, et qu'il faut remettre tout ça sur pied, c'est-à-dire, oui, une redéfinition des moyens. Ce n'est pas tel ou tel gouvernement, c'est l'État qui doit se remettre en cause parce qu'il n'est pas bon patron et parce qu'il s'est habitué à une définition trop ancienne de lui-même. Pourquoi ne licencie-t-on pas les fonctionnaires inefficaces? Si j'ai bien compris, 55 d'entre eux l'an dernier. Oui, pour une raison simple, c'est parce qu'il y a justement un droit administratif qui est fait de telle sorte que c'est très difficile de prouver qu'un fonctionnaire a fait une faute, qu'il n'est pas performant. Il y a là une anomalie vis-à-vis du droit du travail de droit commun auquel sont soumis les salariés du privé. C'est une des particularités en France. Sarkozy avait-il raison de suggérer qu'il fallait moins de fonctionnaires mais mieux payés? Agnès Verdier-Molinier. C'était toute la démarche qui a été mise en place autour du 1 sur 2 que j'ai expliqué tout à l'heure. Dire on supprime des postes mais en même temps vous serez mieux payés. C'était aussi la démarche de dire vous donnez 18 heures de cours par semaine, vous pouvez en donner 20, 22, 23. Il y a plein de professeurs de PS, par exemple, on les a vus tout à l'heure sur le reportage, qui pourraient donner beaucoup plus d'heures de cours de sport parce que ça ne demande pas de corriger des copies. Moi, j'ai eu de nombreux témoignages là-dessus à la Fondation IFRAP et ils pourraient gagner un peu plus. C'est-à-dire ils auraient peut-être moins de temps libre quand on fait appel à la question de ce que disait le jeune homme, mais en même temps, ils auraient peut-être une rémunération plus à la hauteur de ce qu'ils attendent. Mais le choix aussi qui a été fait, notamment par les différents gouvernements, mais aussi par les
syndicats, c'était d'avoir plus de personnes, peut-être moins bien payées. Donc c'est toute la question aussi. Vous gardez la parole. Pour diminuer sensiblement, nous demandent nos téléspectateurs, la dépense publique, quelle strate administrative serait-il le plus facile de supprimer ? Il y a une question sur les communes, il y a beaucoup trop de communes en France. Il y a une question sur les intercommunalités. À quoi ça sert de créer 35 000 communautés de communes qui se rajoutent aux plus de 36 000 communes et qui en fait refont le même travail. Les uns se surveillent les autres. Ça n'a pas baissé le nombre de personnels, ça les a augmentés globalement. Donc là, il y a une vraie question. Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer de fusionner massivement les communes? La deuxième question, c'est la question du département, la question aussi des métropoles, donc de tout ce qu'on a juxtaposé. Et aussi du social, parce qu'on en a très peu parlé, mais il y a plus de 620 milliards de dépenses sociales. Et là, il y a une question aussi de réorganisation de cette dépense. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est une phrase. Très court. Il y a une schizophrénie en France. Les gens qui travaillent dans le privé disent la fonction publique coûte cher, l'administration, tout ça. Et vous allez au service des urgences de l'hôpital, où tout le monde va, où tout le monde veut absolument aller, sans aucune considération pour les missions justement des urgences de l'hôpital, normalement il y a les 2/3 des gens qui sont là qui ne devraient pas y être. Il y a une espèce de schizophrénie. Prochain rendez-vous, je le rappelle, le 7 février, puisque vous rencontrez cette date le ministre de la fonction publique, Madame Lebranchu. Rediffusion de cette émission 22h30 ce soir. Merci d'y avoir participé. Merci vous de nous avoir suivis. Demain 17h45, nouveau C'est dans l'air, et auparavant Axel de Tarlet et son invité. Bonsoir, à demain. Merci. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.